Donc bonjour à tous, merci d'être présents pour ces quatrièmes rendez-vous de l'actualité de cette année 2015 qui a pour thème la mise en œuvre de l'ANI sur la généralisation de la complémentaire maladie pour les salariés. Donc comme vous le savez tous, la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés a été une des mesures phares de l'accord national interprofessionnel de janvier 2013 qui a été considéré comme un acquis social, un nouvel acquis social pour les salariés. Sa mise en œuvre est prévue donc dans 6 mois, le 1er janvier 2016, et elle s'inscrit dans une politique plus globale de généralisation de la complémentaire santé à l'ensemble de la population. Elle s'inscrit également dans un mouvement que l'on observe depuis longtemps de montée en charge du rôle de l'assurance maladie complémentaire dans notre système d'assurance maladie pour en faire un deuxième pilier de notre système d'assurance. Donc, outre le fait de vous présenter le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette généralisation, on s'est posé plusieurs questions, notamment les conséquences de la mise en œuvre, quelles sont les difficultés qui ont pu y être rencontrées et quelles sont également les perspectives que cela peut présenter. Donc, pour cette présentation, on va d'abord s'attacher à vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit cette mesure, puis développer le contenu et les modalités de mise en œuvre donc, de la généralisation de la complémentaire santé, et enfin s'attacher à vous présenter quelques enjeux et perspectives que l'on a pu voir pour cette mesure. Donc, tout d'abord, pour commencer, la généralisation de la complémentaire pour les salariés s'inscrit dans une politique plus globale de généralisation des complémentaires à l'ensemble de la population. Donc c'est un des piliers de la stratégie nationale de santé à l'horizon 2017 qui a été définie par la ministre des Affaires sociales et de la Santé en 2013, et elle s'inscrit dans un objectif de mettre le patient au cœur du système de santé et de favoriser l'égal accès de tous au système de santé. Donc l'objectif, c'est effectivement de couvrir toute la population et de faire de la complémentaire santé le deuxième pilier de notre système d'assurance maladie. Donc cette politique, elle s'inscrit, elle active plusieurs leviers avec la définition d'un socle minimum de couverture complémentaire, la définition de la possibilité d'une couverture universelle pour l'ensemble de la population, et enfin favoriser une couverture collective pour permettre une meilleure mutualisation des risques pour l'ensemble de la population. Donc l'objectif, alors, favoriser l'accès aux soins, et donc il y a eu plusieurs mesures qui ont été activées par les différents leviers que j'ai pu vous présenter. Donc très récemment, il y a eu des mesures par rapport à la couverture, la CMU complémentaire et l'ACS, avec une hausse du plafond de ressources pour la couverture, la CMU complémentaire, pour permettre à plus de personnes d'en bénéficier, et également l'élargissement du panier de soins qui est couvert par la CMUC et l'ACS. De façon un peu plus ancienne, il y a eu des mesures d'aide fiscale, sociale ou encore des exonérations de charges sociales qui ont été mises en œuvre pour favoriser la couverture collective et inciter les entreprises à mettre en œuvre une couverture collective avec la mise en place des contrats solidaires et ensuite la mise en place des contrats responsables. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est les contrats responsables. Ce sont des contrats en fait collectifs qui sont définis pour que la couverture collective des salariés ait des obligations de remboursement pour certains soins, et également une interdiction de remboursement de certains soins, notamment lorsqu'il s'agit de soins hors parcours de soins définis par l'assurance maladie. Et donc la mise en œuvre et le choix de ces contrats responsables ouvre droit aux entreprises à des exonérations de charges sociales sur les cotisations pour la complémentaire, et également elle ouvre droit à une exonération sur la charge, sur la taxe sur les couvertures assurance. Donc voilà, donc on voit quelques mesures qui montrent alors que effectivement on peut avoir un rôle croissant du marché de l'assurance complémentaire et de l'assurance complémentaire dans notre système de santé. Alors, concernant le marché de l'assurance maladie complémentaire, on
rappelle la définition. Donc c'est un contrat qui a pour objet de prendre en charge tout ou partie des dépenses de santé, maternité ou accident qui ne sont pas couvertes par l'assurance maladie obligatoire. Cette assurance maladie complémentaire, elle peut être soit individuelle, donc dans ce cas-là, elle est souscrite par une personne de sa propre initiative, ou alors elle est collective. Donc dans ce cas-là, elle est souscrite sur une base professionnelle. Donc concernant les contrats collectifs d'entreprise, ils sont soit obligatoires, soit facultatifs, en fonction de ce que prévoit la convention collective ou l'accord d'entreprise. Donc on a un exemple qu'on connaît bien, c'est à la sécurité sociale, puisque la convention collective UCANS prévoit une mutuelle d'entreprise qui, elle, est obligatoire. On le verra sur le graphique d'après, sur la répartition justement des portefeuilles entre les contrats collectifs et les contrats individuels. Cette répartition est assez équilibrée. Concernant la part de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance maladie complémentaire dans le financement de la consommation des soins et biens médicaux, donc qui s'élève pour rappel à 187 milliards d'euros, on voit que l'assurance maladie obligatoire prend en charge plus de 3/4 de la dépense. Voilà, l'assurance maladie complémentaire est un peu moins de 14% ou 14,5% si on rajoute la participation au fonds CMU, et le reste à charge des ménages qui est un peu moins de 10%. Alors, contrairement aux idées reçues, sur les 10 dernières années, le reste à charge des ménages a peu évolué, il a même légèrement diminué, de 0,1 point. Et donc la variable s'est faite en fait entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. Donc ça, on y reviendra un peu plus précisément sur les slides d'après. L'assurance maladie obligatoire a perdu à peu près 1 point sur les 10-15 dernières années. Voilà, et sur le niveau, par contre, le niveau d'effort des ménages, donc là on prend en compte le reste à charge plus les primes que payent les ménages pour accéder à une complémentaire. Donc là par contre le niveau d'effort des ménages a lui augmenté. Et ce qui est intéressant, c'est que ce niveau d'effort croît avec le niveau de revenu. Donc plus vous avez des revenus importants, plus votre niveau d'effort est important. En revanche, le taux d'effort, lui, qui réintègre les revenus, donc plus le reste à charge, plus les primes, là on voit que ce sont les plus modestes qui sont les plus défavorisés en termes de poids des dépenses de santé. Voilà, donc le graphique qui montre bien que donc la répartition entre contrats collectifs et contrats individuels est quasiment équilibrée. On voit que pour les mutuelles, la part des contrats individuels est prédominante, donc à l'inverse des institutions de prévoyance. Et pour les sociétés d'assurance, on est dans une situation intermédiaire. Donc sur la couverture collective, d'une manière générale, elle offre des niveaux de garantie qui sont plus élevés. On a des contrats collectifs qui sont plus protecteurs que les contrats individuels. Et cet écart, il s'est creusé en fait, puisque les contrats collectifs, au fur et à mesure que leur part a pris de l'importance, ils sont montés en gamme. Alors il y a plusieurs raisons à cela, c'est que les coûts des contrats collectifs sont plus faibles puisqu'on mutualise le risque sur un plus grand nombre de personnes. Et puis le coût est plus faible également pour l'assuré puisqu'on a une participation de l'employeur à la cotisation, on y reviendra plus tard. Et donc ces éléments font de la couverture collective un élément de politique salariale. Ce qui est tout de même à nuancer, il y a plusieurs cabinets de recrutement qui ont mené des études et qui ont démontré que finalement les salariés étaient peu intéressés finalement par cet élément-là, et ils font plus attention à d'autres éléments comme par exemple la prime d'intéressement ou la politique en matière de RTT.
Donc cette couverture collective est plus favorable, pour autant elle est également inégale. Alors pourquoi? Parce que on a des secteurs qui sont plus favorisés que d'autres. Il y a la taille de l'entreprise également qui joue et la catégorie socio-professionnelle, puisque plus vous êtes dans un grand établissement, plus la probabilité que l'entreprise vous propose une couverture collective est importante. Donc c'est dans l'industrie qu'on retrouve les plus grandes entreprises. C'est pour ça que c'est un secteur qui est favorisé de ce point de vue-là. Et on a un certain nombre d'entreprises qui privilégient la couverture des cadres au profit des non-cadres. Et on a également des inégalités en fonction du type de contrat, avec un certain nombre de contrats qui ne couvrent pas les CDD. Et donc, on le verra, l'ANI vient aussi un petit peu contrebalancer toutes ces inégalités. Alors sur le rôle croissant de l'assurance maladie complémentaire, donc en 2013, on a 33 milliards de cotisations qui ont été collectées. On voit que ce sont les mutuelles qui ont la plus grosse part du marché, suivies par les assureurs et les instituts de prévoyance, pour 25 milliards de prestations santé qui ont été versées. Donc c'est un marché qui est marqué par la concentration des acteurs, puisque en 10 ans, le nombre de mutuelles a été divisé par 3 et le nombre d'instituts de prévoyance a été divisé par 2. Parce que ce sont des structures où on a énormément de petites entités et qui ont été obligées donc de se regrouper, de se restructurer pour atteindre une taille critique. Donc c'est ce qu'on voit dans le tableau ici, voilà. Donc on voit qu'effectivement qu'il y a énormément de petits organismes dans les mutuelles, quasiment la moitié. Alors l'assurance maladie, l'assurance maladie obligatoire, pardon, et l'assurance maladie complémentaire donc se distinguent par des logiques qui sont différentes. Puisque les deux systèmes ne s'intègrent pas dans le même cadre institutionnel et économique. On a d'abord l'AMC qui se distingue par le phénomène d'antisélection. Donc ça veut dire que les personnes qui sont jeunes, qui ont un faible risque, vont avoir tendance à ne pas forcément s'assurer, puisqu'elles font le ratio entre les cotisations qu'elles vont verser et les prestations qu'elles seraient en mesure de recevoir. Et ce ratio n'étant pas forcément en leur faveur, elles peuvent faire le choix de ne pas prendre de couverture. À l'inverse des personnes qui ont un gros risque, qui elles évidemment vont chercher à s'assurer. Donc ce phénomène d'antisélection, il peut aboutir à mettre en péril un petit peu la stabilité du système, puisque si on a un système où seules les personnes avec un gros risque sont assurées, c'est pas forcément viable. Voilà. D'autres différences également sur le mode de calcul de la prime d'assurance qui ne se fait pas en fonction des revenus, mais en fonction d'une part des risques observables, du niveau de risque perçu et choisi par l'assuré et du coût de production de l'assurance. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de neutralité actuarielle. Et le risque assurantiel qui est couvert dans la complémentaire après paiement de la prime et avant production du service. Voilà, donc là c'est juste pour montrer que les charges de gestion restent quand même importantes dans l'assurance maladie complémentaire, puisqu'on est par exemple pour les mutuelles à 23% de charges au regard des prestations qui sont versées. Donc si on fait un petit comparatif avec l'assurance maladie obligatoire, on voit qu'on est quand même très bon. Alors l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire donc interagissent fortement, puisque évidemment lorsque l'assurance maladie obligatoire
dérembourse ou prend en charge de nouvelles prestations, ça a un impact direct sur l'assurance maladie complémentaire. Donc on a 3 mécanismes qui vont avoir un impact sur le marché de l'assurance maladie complémentaire. C'est la définition du panier de soins. Donc qu'est-ce que je prends en charge? L'opposabilité des tarifs de responsabilité, donc c'est tous les tarifs qui sont plafonnés et au-delà desquels l'assurance maladie obligatoire ne prend plus en charge, et sur les modalités de prise en charge avec tout ce qui est ticket modérateur et forfait. Donc on a bien vu l'importance aujourd'hui que revêt l'assurance maladie complémentaire, mais également vous avez pu apercevoir quelques éléments de contexte qui posent question sur effectivement ce rôle croissant de l'assurance maladie complémentaire dans notre système de santé. Et donc on va s'attacher donc dans la deuxième partie à vous expliquer le contenu et les modalités de la mise en œuvre de la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés. Du coup, le calendrier, alors comme on l'a rappelé, cette mesure a été négociée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier et a été traduite dans la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013. Donc cette généralisation s'appuie sur un calendrier de négociation. Donc avant le 1er juin 2014, il y a eu une ouverture de négociation dans les différentes branches professionnelles, donc pour s'attacher à un choix de mutuelle de complémentaire santé collective par branche. Si ces négociations n'ont pas abouti, à partir du 1er juillet 2014, l'employeur, donc chaque employeur de chaque entreprise, avait l'obligation de négocier dans son entreprise la mise en place de la couverture complémentaire et le choix donc de l'organisme, sachant que si ces négociations n'ont pas abouti, il est de la responsabilité de l'employeur par une décision unilatérale de choisir une couverture complémentaire qu'il aura l'obligation de donner à ses salariés. Donc en termes de chiffres et donc de conséquences, on considère qu'il y a à peu près 6,1 millions de salariés supplémentaires qui vont avoir le droit à une couverture collective. Par ailleurs, on considère qu'il y a 400 000 personnes qui obtiendront par le biais de cette généralisation une complémentaire santé. Donc c'est 400 000 personnes qui n'avaient pas de complémentaire qui en auront une et 6,1 millions de personnes qui auront une couverture collective au lieu d'une couverture individuelle. Donc les modalités de généralisation. Donc cette mesure impose la prise en charge obligatoire par l'employeur d'un minimum de 50% de la cotisation de la mutuelle de ses salariés. Il y a une possibilité également dans ces modalités de généralisation de clauses de recommandation par branche. Donc ces clauses de recommandation ont fait un peu polémique, mais elles reposent sur l'idée que chaque branche professionnelle pouvait recommander certaines mutuelles, donc certains contrats de mutuelles qu'ils auraient négociés aux entreprises de leur branche, sachant que cette possibilité a été très encadrée, notamment par un mécanisme de solidarité. C'est-à-dire que ces contrats proposés avaient l'obligation de donner au moins 2% des primes ou des cotisations donc, versées par les employeurs à soit un financement d'actions sanitaires sociales, de prévention, ou encore le financement de mutuelles à des salariés qui n'en auraient pas forcément les moyens, notamment des salariés dont le salaire est trop peu élevé par rapport à leur contrat. La généralisation repose également sur l'extension de la portabilité des droits santé. Donc cette portabilité existait auparavant pour certaines entreprises et certaines branches qui l'avaient négociée. Aujourd'hui, elle est étendue et généralisée, c'est-à-dire que tout salarié qui a une rupture de son contrat de travail excepté pour faute lourde, pour avoir ses droits étendus, ses droits à complémentaire santé étendus à 12 mois, selon le ratio en fait de la durée de son contrat de travail. Donc gratuitement, il pourra avoir ses droits à complémentaire santé étendus jusqu'à 12 mois. Enfin, la généralisation repose sur un niveau de prise en charge minimal à respecter donc pour l'employeur quand il choisit la complémentaire santé de ses salariés qui a été décidé par décret.
Donc cette couverture minimum garantie, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la garantie des contrats responsables, donc c'est-à-dire la prise en charge de l'intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations, les actes et les prestations remboursables par l'assurance maladie obligatoire. Également le forfait journalier hospitalier, cette fois-ci sans limitation de durée. Auparavant, les contrats responsables, il y avait une limitation de durée sur le forfait journalier hospitalier, ce qui n'est plus le cas depuis la réforme de 2014. De plus, comme on disait tout à l'heure, la couverture collective étant plus importante, donc la couverture obligatoire va plus loin dans 2 domaines que les contrats individuels. C'est concerne la dépense des frais dentaires et la dépense des frais optiques. Des dispenses sont prévues, donc des dispenses d'adhésion pour le salarié de l'entreprise sont prévues, mais elles sont fortement encadrées. Donc il y a la possibilité de dispense seulement donc, si l'acte juridique, c'est-à-dire soit, la négociation par branche pour l'employeur ou alors la décision unilatérale le prévoit. Et il y a 7 cas de dispense en tout qui sont prévus par décret. Donc ces dispenses sont très encadrées. Vous en avez l'exemple là. Par exemple, les salariés bénéficiaires d'un CDD s'ils justifient d'une couverture individuelle équivalente. Nous allons voir maintenant les enjeux et les perspectives de l'impact de cette généralisation, en commençant par les conséquences directes sur les acteurs en place pour la mise en œuvre de cette mesure. Donc les conséquences directes à la fois pour les entreprises et à la fois pour les mutuelles. Donc la situation des entreprises, ça va être donc celles qui n'avaient pas de couverture à proposer à leurs salariés. Bon, leur situation ne change pas, mais il s'agit des entreprises qui avaient déjà en fait une couverture santé et qui voient en fait la couverture qu'ils proposaient impactée par les nouvelles mesures, notamment des contrats responsables et les nouvelles garanties qu'ils doivent donner. Donc pour ces entreprises-là, la mise en conformité est repoussée au 31 décembre 2017. Donc ils doivent proposer une mutuelle adéquate au 1er janvier 2018 à leurs salariés. Mais il y a des inquiétudes, notamment en termes d'exonération, parce que ça veut dire renégocier, ça veut dire trouver la bonne mutuelle et la bonne complémentaire santé à proposer à leurs salariés et donc réussir à retrouver les exonérations qu'ils avaient. Et également, ça suppose de renégocier la mutuelle avec leurs salariés et donc de potentiellement changer la mutuelle, ce qui peut inclure des incompréhensions ou des mécontentements. Enfin, c'est une conséquence directe pour les mutuelles parce que, effectivement, le revenu d'un contrat collectif est bien moindre que le revenu pour une mutuelle sur les contrats individuels. Et donc, cela va changer la structure de financement des complémentaires santé. Et donc, ça aussi, ça va pouvoir impacter, comme avait parlé Morand, de la structure en fait, entre les instituts prévoyance, les mutuelles, et donc le paysage des complémentaires santé. On peut également noter des incertitudes sur l'impact de la généralisation. Donc il y a tout d'abord la question du maintien durable des droits. Donc effectivement, en tant que salarié, tout salarié aura droit à une complémentaire et l'employeur aura l'obligation de lui en fournir une. Mais quel est le maintien durable des droits? Donc la portabilité y répond pendant maximum 12 mois, mais ensuite pour les chômeurs de longue durée, pour les personnes non insérés dans l'emploi, cela pose la question en fait de cette généralisation et au final, cela va protéger aussi les salariés qui sont déjà protégés par rapport à d'autres personnes de la population. Donc cette généralisation laisse une frange résiduelle de personnes non couvertes, donc elle est estimée à peu près 4%, mais ces 4% sont des populations assez précaires, assez fragiles et donc du coup qui ont plus de difficultés d'accès aux soins que d'autres. Ça va être donc ce que je disais, les salariés les moins insérés dans l'emploi, les chômeurs, en particulier les chômeurs de longue durée, les titulaires de l'AAH également, et également la question des retraités, notamment des retraités les plus pauvres. Alors, il y a un certain nombre de questions qui se posent également en matière de gestion du risque, puisque le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a d'abord souligné l'effet inflationniste que pouvait avoir la concurrence entre les complémentaires sur les dépenses de santé, puisque finalement les complémentaires se démarquent donc sur un marché concurrentiel sur le niveau de garantie et pas forcément sur les prix. Et puis quel rôle de l'assurance maladie complémentaire dans la régulation des dépenses de santé?
On sait qu'aujourd'hui, la gestion du risque, c'est quand même fortement développé, mais par l'assurance maladie obligatoire. Donc il y a encore des efforts à faire du point de vue de la complémentaire et du point de vue de la coordination entre les deux acteurs. Donc les différents éléments qu'on peut souligner et qui ont été invoqués par le HCAM, c'est d'encourager la juste dépense dans les domaines qui ne sont pas régulés par l'AMO, donc pour l'assurance maladie complémentaire, donc les domaines de l'optique, de la prothèse dentaire, où là on a un financement quasiment exclusif des complémentaires. Et puis il y a également un enjeu en termes d'accès aux données de santé, donc le SNIRAM, les données de santé de l'assurance maladie, pour les organismes complémentaires, ce qui pourrait avoir un intérêt en matière de gestion du risque. Il y a un certain nombre de questions qui se sont posées pour la généralisation, notamment sur la couverture. Donc on a vu quelles étaient les modalités de la couverture. Pour autant, il y a eu un arbitrage à faire et qui peut encore être fait entre les garanties minimales ou de meilleure qualité. Donc, est-ce qu'une complémentaire santé collective obligatoire doit assurer beaucoup de prise en charge, mais sur des garanties minimalistes, ou au contraire se focaliser sur un panier de soins réduit, mais en offrant des garanties plus élevées? Donc la préconisation du HCAM en la matière, c'est de prendre les contrats collectifs comme socle, et de laisser ensuite la latitude aux assurés de prendre une garantie individuelle pour améliorer la couverture. Donc, avec cette proposition, c'est le maintien du caractère optionnel de la couverture de l'optique, du dentaire et des dispositifs médicaux. Donc toujours dans la même idée, pour se focaliser sur un panier de soins réduit mais avec des garanties importantes, et donc de laisser ces options aux couvertures individuelles. C'est posé aussi la question de savoir qui il fallait aider prioritairement. Aujourd'hui, la contribution patronale à l'assurance maladie complémentaire est imposable sur le revenu. Donc évidemment, ça n'a pas le même impact selon son niveau de revenu. Et donc, le HCAM propose une réorientation des aides sur les ménages les plus modestes qui restent les plus impactés. Et puis, il y a également des changements de paradigme qui ont été envisagés mais qui pour l'instant sont écartés. Donc ça pose la question du futur de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance maladie complémentaire. Est-ce que l'assurance maladie obligatoire doit se focaliser sur les gros risques et laisser l'assurance maladie complémentaire prendre en charge les petits risques, donc avec également les ménages, mais là ça pose le problème de la définition. Qu'est-ce qu'un gros risque, qu'est-ce qu'un petit risque, ou alors un partage entre secteurs, donc où l'assurance maladie complémentaire prendra en charge dès le premier euro sur les secteurs où aujourd'hui elle est déjà majoritaire. Donc là encore, c'est l'optique, c'est les soins dentaires, c'est la prothèse, et avec une disparition de la prise en charge de l'AMO sur ces secteurs-là.